con decirle que el único hombre en la tierra capaz de unidad política de extirpar el fenómeno del narcotráfico es el que habla, Roberto Suárez. ¿Por qué, señor Suárez? Por haber ido a la escuela, señora. ¿Usted cómo aprendió a leer y a escribir? ¿A la escuela de qué? ¿A la escuela de narcotráfico? Hágame el favor, ¿cómo aprendió a leer y a escribir? Sí, pero tenemos escuelas y escuelas, señor. Así es, señora. Se necesita ir a la escuela para aprender. Yo fui a la escuela a aprender. ¿Ok? ¿Estamos claros? Quand on parle des plus grands narcotrafiquants de l'histoire, un seul nom revient toujours, Pablo Escobar. Pourtant, avant de devenir le roi incontesté de la cocaïne, Escobar dépendait d'un homme bien plus puissant, un homme qui contrôlait la matière première, finançait un coup d'État, influençait un gouvernement et dirigeait un empire sans avoir besoin de faire exploser une seule bombe. Son nom était Roberto Suárez Gómez. En Bolivie, certains le considéraient comme un bienfaiteur. Aux États-Unis, il était l'ennemi numéro 1. Son histoire est celle d'un homme qui a bâti un empire de plusieurs centaines de millions de dollars, dominé un pays tout entier, puis disparu presque complètement de la mémoire collective. Voici l'histoire du véritable roi de la cocaïne. Bien avant que le monde n'entende parler de Pablo Escobar, un autre homme construisait déjà dans le plus grand secret les fondations de ce qui allait devenir le plus puissant empire de cocaïne de la planète. Son nom était Roberto Suárez Gómez. Il naît en 1932 à Santa Ana del Yacuma, une petite ville isolée du nord de la Bolivie, au cœur d'une région dominée par les immenses plaines, les rivières et la forêt amazonienne. Contrairement à la plupart des futurs narcotrafiquants d'Amérique latine, Roberto ne grandit ni dans la pauvreté ni dans la violence. Sa famille fait partie des plus riches et des plus influentes du pays. Les Suárez possèdent d'immenses ranchs, des milliers de têtes de bétail et des centaines d'hectares de terre. Leur nom inspire le respect et parfois même la crainte. Très jeune, Roberto apprend à monter à cheval, à gérer les exploitations familiales et à diriger des dizaines d'ouvriers. Tout semble déjà tracé pour lui, reprendre l'entreprise familiale et vivre comme un puissant propriétaire terrien. Mais au milieu des années 1970, il remarque un changement que presque personne ne voit encore. Aux États-Unis, la consommation de cocaïne explose, la demande devient gigantesque, les prix s'envolent et les organisations criminelles recherchent désespérément de nouveaux fournisseurs capables de produire à très grande échelle. Pendant que beaucoup considèrent encore ce marché comme trop risqué, Roberto comprend qu'une véritable fortune est en train de naître. La Bolivie possède alors un avantage unique. Ces régions tropicales offrent des conditions idéales pour transformer les feuilles de coca en pâte de coca, la matière première indispensable à la fabrication de la cocaïne. Là où d'autres voient une jungle difficile d'accès, Suárez voit une usine naturelle. Il investit massivement, recrute des chimistes, des pilotes, des contremaîtres et des cultivateurs, puis construit un réseau de laboratoires clandestins disséminés au cœur de la forêt. Son organisation, baptisée la Corporation, fonctionne comme une véritable multinationale du crime. Chaque membre a un rôle précis, chaque cargaison suit un itinéraire soigneusement préparé et la discrétion devient la règle absolue. Contrairement aux cartels colombiens qui attireront plus tard l'attention par leur violence, Roberto Suárez impose le silence. Il refuse les guerres inutiles, évite les démonstrations de force et règle les conflits loin des regards. La plupart de ces hommes viennent de Santa Ana ou des villages voisins. Beaucoup le connaissent depuis l'enfance et lui vouent une loyauté presque familiale. Il les paie généreusement, améliore leur niveau de vie et exige en retour une seule chose, un silence total. En quelques années seulement, cette stratégie transforme un simple éleveur bolivien en l'homme le plus puissant du trafic de cocaïne en Amérique du Sud. Sans faire la une des journaux et sans tirer un seul coup de feu, Roberto Suárez Gómez est déjà devenu le fournisseur indispensable dont dépend bientôt tout un continent. Au début des années 1980, une vérité reste largement inconnue du grand public. Pablo Escobar n'est pas encore le maître absolu du trafic mondial de cocaïne. Derrière son ascension fulgurante se cache un homme sans lequel son empire n'aurait probablement jamais atteint une telle ampleur. Cet homme, c'est Roberto Suárez Gómez. Depuis ses laboratoires clandestins dispersés dans la forêt bolivienne, la corporation produit des quantités colossales de pâte de coca et de base de cocaïne, les deux ingrédients indispensables à la fabrication de la drogue, qui inonde bientôt les États-Unis. Des avions décollent presque quotidiennement de pistes secrètes aménagées au cœur de l'Amazonie bolivienne. Leur cargaison traverse les frontières avant d'atterrir en Colombie, où les cartels de Medellín et de Cali se chargent du raffinage final et de l'exportation vers l'Amérique du Nord et l'Europe. Parmi les principaux acheteurs figure un jeune trafiquant colombien en pleine ascension, Pablo Escobar. Très vite, les deux hommes nouent une relation de confiance. Escobar sait que Suárez est capable de livrer des tonnes de matières premières avec une régularité que personne d'autre ne peut garantir. Grâce à cet approvisionnement presque inépuisable, le cartel de Medellín développe
un véritable empire. Pendant qu'Escobar construit son image de chef impitoyable en Colombie, Roberto, lui, reste dans l'ombre. Pourtant, c'est lui qui contrôle la source du commerce. Chaque année, son organisation lui rapporte jusqu'à 400 millions de dollars, une fortune astronomique pour l'époque. Mais ce qui rend Roberto Suárez différent de nombreux autres trafiquants, c'est l'image qu'il cultive dans son propre pays. Une partie de cette immense richesse est réinvestie dans les régions oubliées de Bolivie. Il finance la construction d'écoles, offre des bourses d'études à des jeunes issus de familles pauvres, soutient des infrastructures locales et aide financièrement des communautés abandonnées par l'État. Dans plusieurs villages, certains habitants le considèrent comme un véritable bienfaiteur et le surnomment même le Robin des Bois bolivien. Cette réputation contraste pourtant avec la réalité de son activité. Pendant qu'il distribue des aides dans son pays, la cocaïne produite par ses laboratoires détruit des milliers de familles à Miami, New York, Los Angeles et dans de nombreuses autres villes américaines. Plus sa production augmente, plus la consommation explose et plus les profits deviennent gigantesques. En 1983, son influence dépasse même les frontières du monde criminel. Hollywood s'inspire directement de lui pour créer Alejandro Sosa, le puissant fournisseur bolivien du film Scarface. Le personnage apparaît peu à l'écran, mais il contrôle toute la chaîne d'approvisionnement et inspire la crainte jusque chez Tony Montana. Sans le savoir, des millions de spectateurs découvrent ainsi une version romancée de Roberto Suárez Gómez. Pourtant, contrairement à Escobar, son nom reste inconnu du grand public. Il préfère le silence au projecteur, la discrétion à la célébrité. Mais cette invisibilité ne fait que renforcer son pouvoir. Car tant que personne ne parle de lui, personne ne réalise que le véritable cœur du trafic mondial de cocaïne ne se trouve pas en Colombie, mais en Bolivie. À mesure que son empire grandit, Roberto Suárez Gómez comprend qu'il existe une chose encore plus précieuse que l'argent, le pouvoir politique. Au tournant des années 1980, la Bolivie traverse l'une des périodes les plus instables de son histoire. Les gouvernements se succèdent, les élections sont contestées et les militaires rivalisent pour s'emparer du pouvoir. Pour la plupart des trafiquants, cette instabilité représente un danger. Pour Roberto Suárez, c'est une opportunité unique. Avec les centaines de millions de dollars générés par son cartel, il commence à financer des officiers de l'armée favorables à un changement de régime. Son objectif est simple, installer au sommet de l'État un gouvernement qui protégera son empire. Le 17 juillet 1980, des chars envahissent les rues de La Paz. Des soldats prennent le contrôle des bâtiments officiels. Les opposants politiques sont arrêtés dès les premières heures et le général Luis García Meza renverse le gouvernement lors d'un coup d'état militaire. Derrière cette prise de pouvoir se cache une réalité longtemps ignorée. Une partie de l'opération a été financée par l'argent de Roberto Suárez. Son influence ne s'arrête pas là. Son propre cousin, Luis Arce Gómez, est nommé ministre de l'Intérieur, l'un des postes les plus puissants du pays. Désormais, les plus hautes sphères de l'État sont directement liées aux plus grands producteurs de cocaïne au monde. Pour la première fois, le trafic de drogue ne se contente plus de corrompre des responsables politiques. Il bénéficie quasiment de la protection officielle du gouvernement. Les laboratoires continuent de produire, les avions décollent sans être inquiétés et les routes du trafic fonctionnent avec une efficacité jamais vue. Alors qu'en Colombie, Pablo Escobar doit soudoyer policiers, juges et militaires pour protéger son organisation, Roberto Suárez n'a plus besoin de cacher son influence. Son empire est désormais couvert par le pouvoir en place. C'est cette différence fondamentale qui fait de lui un personnage unique dans l'histoire du narcotrafic. Là où Escobar contrôle un cartel, Suárez contrôle un État. Convaincu que sa puissance est devenue inébranlable, il ose même un geste qui stupéfie le monde entier. En 1983, il publie une lettre ouverte adressée au président américain Ronald Reagan. Dans ce document, il propose de se rendre volontairement aux autorités américaines, mais à une condition, que les États-Unis effacent l'intégralité de la dette extérieure de la Bolivie, estimée à plus de 3 milliards de dollars, et libère ton fils emprisonné à Miami depuis 1981. Cette proposition est sans précédent. Aucun trafiquant n'avait jamais négocié comme s'il représentait un pays tout entier. Pour Roberto Suárez, sa fortune est devenue si immense qu'elle peut désormais servir de monnaie d'échange entre deux États. Mais à Washington, cette lettre ne provoque aucune négociation. Au contraire, elle confirme une chose. Roberto Suárez Gómez n'est plus un simple criminel. Il est désormais considéré comme une menace stratégique. Les agences américaines font de lui une cible prioritaire et l'empire qu'il croyait intouchable commence lentement à se fissurer. Aucun empire ne reste éternellement au sommet. Après plusieurs années de domination absolue, le monde que Roberto Suárez Gómez avait patiemment construit commence à s'effondrer. En août 1981, sous la pression de la communauté internationale, des sanctions économiques et des divisions au sein de l'armée, la dictature du général Luis García Meza est renversée. Du jour au lendemain, Roberto perd ce qui faisait sa véritable force, la protection du pouvoir politique. Son cousin Luis Arce Gómez, autrefois ministre de l'Intérieur et l'un de ses plus précieux alliés, devient à son tour un homme traqué. Quelques
quelques années plus tard, il sera extradé vers les États-Unis pour répondre de ses liens avec le trafic de drogue. Sans ce bouclier politique, l'empire de Suarez devient soudainement vulnérable. Les autorités boliviennes et les agences américaines intensifient leurs opérations contre son organisation, tandis que la DEA fait désormais de son arrestation une priorité absolue. Au même moment, une autre fracture se dessine, bien plus personnelle. Pendant des années, Roberto Suarez et Pablo Escobar avaient entretenu une relation étroite. Escobar le surnommait affectueusement Pelicano, en référence à son allure imposante, et les deux hommes partageaient bien plus que des affaires. Ils se considéraient comme de véritables alliés. L'un des épisodes les plus marquants de cette amitié se déroule en 1983, lors d'une projection privée du film Scarface. Assis côte à côte, ils regardent l'ascension de Tony Montana. En apercevant le personnage principal, Roberto éclate de rire et lance à Escobar: les Américains se sont trompés, mon Tony Montana n'est pas cubain, il est de Medellín et il est assis juste à côté de moi. Les deux hommes rient sans imaginer que le personnage qui ressemble réellement à Roberto est Alejandro Sosa, le puissant fournisseur bolivien qui contrôle toute la chaîne d'approvisionnement et finit par condamner Tony Montana lorsqu'il enfreint les règles. Mais cette soirée marque aussi le début de la fin. Tandis que Roberto privilégie depuis toujours la discrétion, Pablo Escobar choisit une stratégie radicalement différente. Pour empêcher son extradition vers les États-Unis, il déclare une guerre totale à l'État colombien. Les voitures piégées explosent dans les rues de Bogota, des magistrats sont assassinés, des policiers tombent chaque semaine et la Colombie sombre dans une spirale de violence sans précédent. Roberto observe cette escalade avec inquiétude. Il comprend que chaque attentat commis par Escobar attire davantage l'attention de Washington sur l'ensemble du trafic de cocaïne. Chaque bombe fait fuir des partenaires, renforce les contrôles et menace directement ses propres affaires. Pour un homme qui a bâti sa fortune sur le silence et la corruption plutôt que sur la terreur, cette stratégie est une erreur fatale. Peu à peu, les deux hommes s'éloignent. Leur alliance se brise et avec elle disparaît l'équilibre qui avait permis à leurs empires de prospérer pendant des années. Isolé, privé de ses soutiens politiques et désormais dans le viseur des autorités américaines, Roberto Suarez comprend que le règne du véritable roi de la cocaïne touche lentement à sa fin. À la fin des années 1980, Roberto Suarez Gómez n'est plus l'homme intouchable qui faisait trembler les gouvernements. Son empire est affaibli, ses alliés politiques ont disparu et les États-Unis exercent une pression sans précédent sur la Bolivie pour mettre fin à son organisation. En 1988, des unités spéciales boliviennes, épaulées par des agents de la DEA, arrivent finalement jusqu'à son immense ranch du nord du pays. Beaucoup s'attendent à un affrontement sanglant. Après tout, ils viennent d'arrêter l'homme qui a contrôlé pendant des années la plus grande production de cocaïne au monde. Pourtant, rien ne se passe comme prévu. Roberto Suarez ne tente pas de fuir. Il ne donne aucun ordre à ses hommes. Il ne fait tirer aucun coup de feu. Selon son épouse, Ida Levy, il avait lui-même compris que son époque était terminée et avait décidé de se rendre sans opposer de résistance. L'homme qui avait bâti son empire dans le silence choisit de quitter la scène de la même manière. Condamné à 15 ans de prison pour trafic de drogue, il est envoyé à la prison de San Pedro, au cœur de La Paz. Cet établissement est unique au monde. Les détenus peuvent y acheter leurs cellules, vivre avec leur famille et gérer leur quotidien avec une liberté étonnante. Même derrière les barreaux, Roberto conserve une partie de son prestige. Il reçoit des visiteurs, reste respecté par de nombreux détenus et continue d'incarner, aux yeux de certains, l'ancien patron de tout un système. Mais dehors, le monde change rapidement. Son organisation, la corporation, disparaît progressivement. Les anciennes routes du trafic sont reprises par de nouveaux groupes criminels beaucoup plus violents. La logique du narcotrafic a changé. Les bombes, les assassinats ciblés et les guerres entre cartels remplacent la discrétion qui avait fait la force de Roberto Suarez. En 1996, après 8 années de détention, il est finalement libéré sous le gouvernement de Gonzalo Sanchez de Lozada. Il a alors 64 ans. Lorsqu'il retrouve la liberté, il découvre un pays qu'il ne reconnaît plus. Pablo Escobar est mort depuis 3 ans, abattu sur un toit de Medellín. Son ancien empire n'existe plus. Ses anciens partenaires ont disparu ou ont été arrêtés et les nouvelles générations de trafiquants ne respectent plus les règles qu'il avait imposées. Roberto s'installe discrètement à Santa Cruz de la Sierra, dans une maison modeste, loin des immenses ranchs et du luxe qui avait autrefois symbolisé sa puissance. Il ne voyage presque plus, n'est plus entouré de gardes du corps et passe la plupart de ses journées à lire les journaux comme un simple retraité. Peu de personnes imaginent alors que cet homme âgé fut autrefois capable de gagner près de 400 millions de dollars par an et d'influencer le destin politique de tout un pays. En juillet 2000, Roberto Suarez Gómez meurt d'une crise cardiaque à l'âge de 68 ans. Sa disparition passe presque inaperçue. Le monde se souvient de Pablo Escobar, de ses bombes, de ses guerres et de sa légende entretenue par les films et les séries. Mais il oublie celui qui lui fournissait la matière première
celui qui inspira le personnage d'Alejandro Sosa dans Scarface et qui domina pendant des années le plus vaste réseau de production de cocaïne de la planète. Pourtant, une chose ne doit jamais être oubliée. Si Roberto Suárez évitait les explosions et les bains de sang, cela ne faisait pas de lui un homme meilleur. Derrière son image de bienfaiteur se cachait un trafiquant responsable d'un commerce qui a détruit des millions de vies. Son histoire prouve qu'il est possible de bâtir un empire criminel dans le silence, mais que les conséquences, elles, sont tout aussi dévastatrices.